Oui, bonjour. Antoine Lazarus, je suis médecin, mais il se trouve que je suis aussi aujourd'hui président de l'Observatoire international des prisons en section française. Bon, mais ma remarque décale un tout petit peu puisque j'ai vu le stress post-traumatique. Ici, nous sommes sur l'humanitaire, enfin, ou sur les effets sur l'humanitaire et militaire. Mais la remarque que je voudrais faire et la question à vous poser est la suivante. Au milieu des années 95, j'ai été chargé, quand on observait la souffrance dans les quartiers, les conduites d'échec à répétition, les burn-out qui commençaient à se nommer comme ça pour les professionnels, de piloter un groupe interministériel. Dont Madame Veil, enfin la ministre de l'époque, a été finalement celle qui l'a fait connaître au grand public, et qui s'appelait Ville, santé mentale, précarité et exclusion. Donc ce que nous avons vu extrêmement vite, c'était qu'il y avait des gens qui n'allaient pas bien, et avec des dispositifs d'échec à répétition et qui échappaient tout à fait à la psychiatrie, même quand elle essayait de s'en mêler, chose qu'elle ne faisait pas d'ailleurs beaucoup et qu'elle ne fait toujours pas beaucoup. Voilà, donc ce qui est apparu très vite, c'est que lorsque les gens parlent, aussi bizarre que ça puisse paraître, et qu'ils racontent ce qu'ils ont sur l'estomac, ils vont mieux après. Bon, voilà. Donc ça, vous l'avez dit tout à l'heure, il s'agit bien de la même chose. Bon. Ensuite, ce qui est apparu, c'est que pour parler, il faut des gens qui peuvent écouter. Qui écoute et qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a entendu. Et on disait très bien, les médecins d'autrefois, ils disent l'homme propose et Dieu dispose. Enfin, il y avait une espèce de support par derrière. À partir du moment où il n'y a plus ce support dans les sociétés qui sont celles d'aujourd'hui, comment ça se passe? Tout le travail qui a été fait pour montrer que si on ne prenait pas en compte en même temps la souffrance et la difficulté des professionnels, on n'avancerait pas. Ce rapport a fait beaucoup de bruit à l'époque. C'est les lieux d'écoute qui ont commencé à fleurir ensuite. Et le titre qu'on avait employé, avec lequel d'ailleurs je n'étais pas très d'accord, était une souffrance qu'on ne peut plus cacher. En tapant, vous le trouverez, ça a été beaucoup cité. Donc la question que je voulais vous poser, c'est que si vous le montrez en situation extrême, on voit très bien les suicides dans certaines entreprises, mais cette hypersensibilité d'aujourd'hui à la souffrance, où on voit des gens en situation que vous appelleriez ici de stress post-traumatique. Avant, on ne savait pas si on appelait ça névrose traumatique. Enfin, il y avait 36 manières de s'en approcher, mais des choses mineures. Effleurement à visée peut-être sexuelle, mauvaise parole de la hiérarchie, et des gens, pendant des années, ne s'en remettent pas. Donc on voit tout à fait qu'on est entré dans une culture un peu différente, où ce terme de souffrance a été pris avec une avidité extraordinaire par la société occidentale. Donc si on répond par des questions limbiques, évidemment, on pense que c'est organique. Si on pense que c'est plutôt culturel, on le voit autrement. Et la question que je voulais vous poser, puisque j'en arrive à celle-là, c'est que vous n'avez pas prononcé depuis le début de notre réunion, de votre réunion, le mot médecine du travail. Or, je préside plusieurs associations, j'en ai présidé toujours sur des sujets extrêmement difficiles. Le conflit entre les gens est souvent à la hauteur de la difficulté de la tâche et de l'impossibilité à la résoudre. Enfin, on connaît bien ça dans l'humanitaire. N'empêche que quand on regarde si ces gens sont suivis, s'il y a tout bêtement l'application du Code du travail avec la médecine du travail, en général, ça n'est pas fait. Quand on va regarder ce qu'est la médecine du travail, il se trouve que c'est un de mes diplômes, entre autres, la médecine du travail est toujours aujourd'hui essentiellement somatique et n'a pas du tout appris tout simplement à écouter. Voilà, donc c'était là-dessus que je voulais vous faire réagir. Et est-ce qu'à l'armée, ça peut s'appeler médecine du travail, et qui va prononcer, ce qui n'est pas le cas dans le secteur public, les capacités et l'aptitude à des postes, chose qu'on n'ose évidemment pas dire pour la haute hiérarchie. Et d'autre part, est-ce que dans l'humanitaire, où en général les gens travaillent d'une manière discontinue, on a tout simplement la rigueur auprès des gens qu'on aurait en médecine du travail ordinaire? Merci. Alors je lirai votre question à ce qui était ma dernière question, puisqu'on est dans les 5 dernières minutes. C'est la question effectivement de la responsabilité qui a été aussi évoquée par Philippe Riefmann. Dans quel cadre on agit effectivement? Le Code du travail, voilà. Est-ce que l'humanitaire, est-ce que les militaires sont exempts de tout cela, bien sûr? Donc je vous pose la question, et en même temps peut-être en fin de question, qu'est-ce qu'il faudra encore améliorer dans vos pratiques? Alors, la responsabilité. Les armées prennent en charge et dans la durée les vétérans qui ont des blessures psychiques, parce que depuis 92, nous n'appelons plus cela une maladie, mais c'est désigné comme blessure. Et dans les armées, le taux de pension et de réparation n'est pas le même selon que c'est une maladie liée au service ou une blessure liée au service. Le trouble psychique post-traumatique est qualifié de blessure psychique. Voilà, donc les réparations sont faites. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? C'est comme moi, je suis là pour parler du traumatisme psychique, parler des dispositifs que l'on met en place, faire connaître cette pathologie, faire connaître les ressources que nous mettons en place pour prendre en charge ces gens.
Merci. Monsieur Birendovan. Oui, la responsabilité est fondamentale, la responsabilité de l'employeur. Il y a une loi qui est passée en 2008, je crois, sur les risques psychosociaux dans les entreprises, où l'employeur est responsable de les atténuer. Et rien n'est plus important pour le délégué, pour l'humanitaire qui part sur le terrain, de sentir que son directeur des opérations, son responsable RH, se sent responsable du stress qui va auquel il va le soumettre. Donc il est totalement fondamental que l'employeur s'engage, le dise, qu'il ait sur l'ordinateur une politique stress que le délégué puisse, ou l'humanitaire puisse ouvrir en cliquant sur politique stress pour voir ce que l'entreprise va faire. Et il est aussi fondamental que l'aide au retour soit correctement organisée. Le retour de mission, c'est difficile, mais ça n'a rien à voir avec le retour définitif. Le retour définitif est un trauma, enfin, une souffrance considérable pour la plupart des humanitaires. Et c'est là où Résonance Humanitaire intervient en sentant le besoin qu'il y a de tendre la main à ces humanitaires pour qu'ils retrouvent leur place dans la société. Ça, c'est absolument fondamental et l'employeur doit s'y engager. C'est son rôle à lui. Donc qu'on arrête de dire qu'ils n'ont pas les sous, qu'ils n'ont pas les moyens, qu'ils n'ont pas le temps. Si on veut faire un bon travail sur le terrain avec des gens responsables, il faut que l'employeur s'engage. Madame Bicher. Donc il y a une double responsabilité. Il y a la responsabilité de l'employeur de tout mettre en œuvre pour prévenir, pour soutenir la personne quand quelque chose se passe, et puis ensuite de lui permettre de reprendre pied s'il y a eu un incident sur le terrain. Donc là, on essaye de mettre aussi des mesures en place avec un suivi des personnes et des postes aménagés aussi pour des gens qui ont vécu des traumatismes et qui ne peuvent pas nécessairement repartir sur le terrain. On a aussi des assurances qui couvrent les gens qui ont vécu des traumatismes, les mêmes assurances qui couvrent les accidents. Donc c'est un peu comme dans le monde des militaires, hein. C'est considéré comme un accident de travail, hein, donc qui est reconnu en tant que tel. Ensuite, il y a aussi la responsabilité de la personne qui doit pouvoir reconnaître en fait ses réactions et quand il va trop loin et chercher l'aide. Donc c'est un partenariat entre l'employeur et l'humanitaire. Et on doit l'aider à accepter parfois d'avoir été trop loin et de reconnaître ses limites et puis d'accepter les mesures de prise en charge. Merci. Mariam Kedia. Je partage vraiment votre point de vue sur la nécessité de travailler davantage avec la médecine du travail. En pratique, on se confronte à un problème qui est le même partout et bien en dehors de l'humanitaire, à savoir qu'il y a très peu de médecins du travail en France, qu'ils sont débordés et qu'ils n'ont pas le temps de gérer ça. Donc chez SF, on essaye de vraiment faciliter ce travail-là avec eux, notamment en faisant des déclarations d'accidents du travail quand il y a par exemple une évacuation musclée ou quelque chose comme ça, de pouvoir, qui ouvrira du coup des droits aux salariés qui ne sont pas du tout les mêmes. Et même si au moment de l'accident, ils ne présentent pas encore de symptômes, etc., mais ça permet d'attendre justement, de voir si la suite se passe bien ou pas. Donc ça, je pense que c'est, en termes la reconnaissance institutionnelle de ce que vivent les humanitaires sur le terrain est aussi extrêmement importante et très prédictive de leur capacité à se remettre des événements graves qu'ils traversent. Nicolas Veilleux. Quand on a voulu ouvrir ce poste à MSF, il y a eu un débat qui, pour moi, est assez intéressant. C'est il faut externaliser tout ça ou on le fait en interne. En gros, pour moi, la question, elle est claire. Je me considère comme un référent NUT ou comme un référent Watson, qui sont des disciplines que l'on peut retrouver dans les ONG, parce que c'est notre problème. C'est que ce soit la gestion du stress ou ces événements, ils arrivent de toutes les manières. La majorité des gens reviennent du terrain ont eu une bonne expérience. Il faut pas, naturellement, on garde bien ça en tête. Mais ces choses-là, c'est un risque, je crois. Donc on a tranché dans ce sens-là, hein, qu'il fallait effectivement avoir cette ressource en interne, parce qu'elle libère la parole, et qu'effectivement, si on externalise tout, eh ben, on en arrive à, par moments, des difficultés où les personnes rentrent du terrain et se cachent
se cachent avec leur honte, avec leur maladie. On peut parler de pathologie par moment. Et c'est quand même déjà arrivé que des personnes, via ce process en interne, nous recontactent. Et là, on peut les remettre un petit peu on peut les référer, on peut les accompagner. Et c'est notre problème en tant qu'organisation de mettre des moyens là-dedans. Ça, c'est assez important. La responsabilité, elle est nôtre, quoi. Vraiment. Et c'est intéressant parce que il y a eu longtemps, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai perçu, ça fait 10 ans que j'ai commencé à MSF, une croyance qu'on ne pouvait pas y faire grand-chose de ça. C'était un dommage collatéral où finalement on avait très peu d'outils. Si on décide d'aller en Somalie, bah, c'est un risque et voilà, et c'est comme ça d'une certaine manière. Or, on n'annihilera jamais le risque, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des sorties compliquées, mais je pense sincèrement qu'on peut le réduire. Vraiment. Voilà, je crois que ça sera une bonne conclusion provisoire, parce qu'on aura bien sûr d'autres débats 5 à 7 du CICR autour de ces questions-là. Je voulais remercier chaleureusement tous nos intervenants, parce que les thèmes ne sont pas faciles, mais vous avez su faire preuve de pédagogie en même temps. Merci à vous aussi pour vos témoignages et vos questions. Avant de se séparer, une petite page de publicité autour du CICR. Donc, vous connaissez tous évidemment Pascal Grelletti, le docteur Grelletti, un des fondateurs de Médecins sans frontières. Puis ensuite, il était à la Croix-Rouge. Voilà, Grelletti, 50 ans même d'humanitaire et de terrain humanitaire. Eh bien, donc, Pascal Grelletti a accepté d'ouvrir tous ses carnets. Vous savez, il a des carnets merveilleux pour ceux qui connaissent. Non seulement il a été en mission humanitaire, mais en plus, il dessinait, il notait, il a des carnets. Ces carnets sont réunis dans un livre qui va sortir dans quelques jours, voilà, qui s'appelle « Toute une vie d'humanitaire ». Et je ne doute pas une seule seconde que vous allez vous précipiter en librairie pour lire et découvrir cet ouvrage de Pascal Grelletti. Merci beaucoup, merci à vous et bonne soirée.